Je suis Guy Fegab, je suis l'organisateur africain de World Beyond War. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cet échange qui porte sur le Congo en quête de paix, comme nous avons intitulé De la douleur à l'action. Il est temps d'agir ou alors de trouver d'autres alternatives à la violence pour trouver des solutions pacifiques à cette guerre qui mine le Congo démocratique depuis plus de 3 décennies déjà. Commencer l'enregistrement de ce webinaire sur la paix en République démocratique du Congo. Donc, nous connaissons la situation, nous allons en apprendre davantage avec des personnes qui sont sur le terrain et qui se battent au quotidien pour que des solutions soient trouvées et parfois aussi qui n'ont pas la possibilité d'intervenir directement et donc qui, dans le contexte difficile de la guerre, se trouvent obligés de chercher refuge ailleurs. Donc, pour en parler, nous avons Lisette Mavungu, la présidente de la section de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté en RDC. Nous avons également, nous avons également Léon Tangia Alenga, qui est le coordinateur du chapitre de World Beyond War. Nous avons Aloïs Mawa, qui est directeur du National Living Peace Institute à Goma, RDC. Nous avons Dassin Bissirois, qui est un militant pour la justice sociale et environnementale, travaille avec l'organisation Save My World. Donc voilà nos intervenants au cours de cette session qui va durer 1 heure et demie. Donc le temps imparti pour 1 heure et demie. Donc le webinaire, comme je l'ai dit, je vais encore le rappeler pour ceux qui viennent de se connecter. Donc, il se tient dans un contexte qui est marqué par la guerre en République démocratique du Congo. Vous le savez, il s'agit d'un conflit violent alimenté depuis 3 décennies par l'instabilité politique, l'exploitation des ressources et l'ingérence étrangère. Donc, dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a eu une nouvelle escalade de la violence au début de cette année 2025 qui a déclenché une nouvelle vague de déplacements massifs au sein des communautés qui sont déjà dévastées. Donc, en octobre 2023, déjà, la situation humanitaire et sanitaire était très désastreuse, avec environ 7 millions de personnes déplacées à travers le pays. Et en janvier 2025, dans la capitale de la province du Nord Kivu, Goma, a été prise par les rebelles du groupe M23, à côté desquels combat l'armée rwandaise, qui est largement accusée de soutenir ce groupe. Euh, Au cours de ces webinaires, nous allons écouter des acteurs sociaux congolais qui se battent pour le retour à la paix, mais qui parfois ne sont pas toujours entendus, bien qu'ayant des propositions de solutions pour une sortie de crise et pour une paix durable dans le pays. Bien, après avoir écouté les intervenants pendant 40 minutes environ, nous allons donner la parole aux participants pour poser des questions, pour faire des témoignages, pour commenter sur la situation. Et nous espérons également avoir ici Madame Takebuka, qui est coordinatrice de Vision communautaire en RDC, qui a également un témoignage et son action à partager au cours de cette session. Donc maintenant, en attendant, au fur et à mesure que les intervenants vont parler, vous pouvez déjà poser vos questions dans la boîte de chat sur Zoom. Donc, vous pouvez soit adresser votre question à quelqu'un en particulier, ou bien vous pouvez poser une question d'ordre général. Donc, pour le moment, vous allez remarquer que des microphones ne sont pas activés. Nous allons les activer quand quelqu'un sollicitera la parole. Ok, si le décor est bien planté et qu'il nous convient bien, donc je vais déjà inviter
Aloïs à prendre la parole. Aloïs, bonsoir. Bonsoir Guy, Voilà, donc on voulait bonsoir. vraiment, oui, merci, en quelques minutes, vraiment savoir, vous qui êtes en RDC, qu'est-ce qui se passe exactement à l'est de... Oui. Je remercie pour cette invitation. C'est fait toujours, dans ce contexte précisément. Mhm. c'est toujours intéressant de partager à la fois la réalité des terrains, mais aussi notre expérience. Bon, je vais d'abord commencer par dire que le Congo est un pays bien connu. C'est le deuxième pays le plus grand ou le plus vaste en Afrique, après l'Algérie. Et la réalité interne au Congo, et aujourd'hui, comme vous avez mentionné, depuis le mois de janvier, les rebelles du M23 ont pris la ville de Goma et puis la ville de Bukavu, les deux grandes villes de l'Est du Congo. Et déjà au niveau politique, on a l'impression de faire partie des deux réalités. La réalité de l'Ouest du Congo, contrôlée par Kinshasa, la capitale, et puis donc la réalité de l'Est, contrôlée par les rebelles. Mais peu avant janvier, on faisait aussi certains constats, certaines observations sur terrain. Il y avait une crise humanitaire, non seulement engendrée par la guerre actuelle, mais c'était déjà une zone où vivent plus de 200 groupes armés locaux. Donc, ce qui témoigne aussi du fait que le pays est vaste, mais du fait que la capitale n'a pas la capacité de contrôler tout le pays. Donc, il y a l'absence de l'autorité de l'État dans cette partie de l'Est du Congo. Et environ 7 millions, en effet, qui étaient des déplacés internes. À l'heure où je vous parle, il y a à peu près 2 millions qui sont rentrés dans leur communauté, puisque tout simplement les rebelles ne peuvent pas prendre soin d'eux, mais aussi 90% de l'aide au camp des déplacés internes était assurée par USAID, l'agence américaine d'aide au développement. Et lorsque la décision de fermer USAID est tombée, aucune organisation, aucune ONG ne peut subvenir aux besoins des déplacés internes. Et il ne leur restait qu'un seul choix, c'est vraiment de regagner leur communauté et recommencer, je peux dire, une vie pas facile, mais une vie dans leur propre communauté. C'est aussi un contexte caractérisé par l'instabilité sociale, beaucoup de pauvreté et aussi l'instabilité politique. Chaque fois qu'il y a élection au Congo, l'Est du Congo souffre beaucoup à cause de tout ce qu'on peut appeler discours de haine. Les politiciens essaient d'instrumentaliser les communautés pour gagner des élections. Et ce discours de haine, en effet, on sent leur montée pendant les périodes électorales. Peu avant aussi la prise de Goma, personnellement, j'ai assisté à une forte militarisation de l'Est du Congo. Toutes les armées du monde s'étaient donné rendez-vous à l'Est du Congo. Donc, il y avait la MONUSCO. Il y a d'abord la MONUSCO avec 16 000 hommes. Les groupes armés dont je parlais avec plus de 200 groupes armés. Les forces de la SADC, faites des Tanzaniens, des Malawites, des Sud-Africains, les FRDC, et nous qui travaillons sur les questions de masculinité, en réalité, il y avait aussi une masculinisation de ces contextes, parce que les militaires qui venaient à l'est du Congo, c'était en grande partie des hommes, en fait des hommes en uniforme, qui viennent dans un contexte où le statut de la femme est déjà assez fragile, où les rapports homme-femme est déjà assez critique. Beaucoup de violences extrêmes, violences sexuelles, violences ethniques, des violences politiques. Et les femmes et enfants sont vraiment exposés à cette violence et à ce contexte. Ayant vécu longtemps dans cette réalité, je suis en force aussi de dire que c'est une région où c'est une réalité assez traumatisée à cause de toute cette crise, à cause de toute cette violence. Les hommes et les femmes, les enfants qui vivent dans ces contextes sont des personnes suffisamment traumatisées
et qu'il faut un soutien, qu'il faut un apport dans ce sens pour qu'il soit allégé du poids de ce traumatisme. J'ai aussi assisté à une forte manipulation de la jeunesse. Donc, il y a les mouvements Wazalendo qui sont des groupes armés que le gouvernement a essayé d'armer, qui sont en fait des civils et qui commençaient déjà à créer une question d'insécurité, aussi de déstabilisation dans la partie est du Congo. Donc, pour revenir à la crise du M23, je peux dire qu'il y a deux dividendes possibles. Il y a d'abord le fait que les retournés ou les réfugiés internes doivent regagner chez eux et il faut réfléchir quelles actions faire avec ces gens. Le deuxième, c'est que le gouvernement a essayé d'organiser les 200 groupes armés et en faire un seul groupe. Et avec la victoire du M23, on a senti qu'il y avait aussi une sorte de défaite de ces groupes armés. Donc, comment on peut se rassurer que ces groupes armés ne se réorganisent plus? Et puis, comment on peut se rassurer aussi qu'il y a, je peux dire, un dialogue possible et franc entre donc le gouvernement et en ce moment l'Alliance du fleuve Congo qui représente la partie rebelle. Mon bureau se trouve à Goma. J'ai pas d'inquiétude de sécurité. Bon, on essaie seulement de vivre une sorte de psychose assez difficile où les banques ne fonctionnent pas. L'aéroport de Goma, qui est un très grand aéroport avec un grand trafic, ne fonctionne pas. Pour se rendre à Kinshasa, nous devons carrément compter sur des pays voisins ou sur des relais des compagnies aériennes d'autres pays. Donc voilà un peu le panorama de la situation actuelle. S'il y a d'autres questions, je suis toujours disposé à les répondre. Oui, merci. Alors, juste peut-être en une minute, un mot sur les actions de Living Peace Institute actuellement. Bon, ça fait déjà 10 ans que nous travaillons en tant que Living Peace Institute. Living Peace Institute est une organisation locale, nationale congolaise, qui a essayé un peu de contribuer à la stabilisation de la paix en focalisant sur les traumatismes, mais aussi sur les masculinités, comprendre les normes culturelles liées aux masculinités, puisqu'on a trouvé que 90% des crimes, des viols, des violences qui se passent à l'est du Congo sont faites par les hommes. Donc nous nous focalisons sur ces hommes afin d'assurer qu'on peut les transformer et les engager aussi dans les activités de non-violence. C'est en réalité chercher à vraiment guérir les traumatismes et pousser à une sorte d'adoption d'une nouvelle stratégie de coping ou une nouvelle stratégie de non-violence. Nous avons une méthodologie de Living Peace basée sur 15 séances, 15 semaines, avec 15 participants et qui est animée par vraiment des animateurs de communautés pour guider ces groupes à une sorte de thérapie, mais aussi une sorte de changement au sein de leur communauté, aussi en tant qu'individu. Voilà un peu, je serai aussi disposé à répondre à des questions si on veut approfondir davantage. Oui, effectivement, nous allons revenir. Il y a déjà une question dans le chat. Nous allons revenir à la question par la suite. Merci beaucoup. En attendant, nous allons donner la parole à Léon, qui est le coordinateur du chapitre de World Beyond Wa au Sud Kivu. Donc, pour déjà, Léon, savoir comment vous euh, parlez brièvement de la création du chapitre de World Beyond Wa et quelles actions vous menez pour contribuer à la fin de la guerre. Donc, Léon, vous avez un PowerPoint. Donc, je crois que je vais le partager. Léon, vous voyez Oui, mon je vois écran? ça. Oui, merci beaucoup, Guy, de m'avoir accordé la parole. Aussi, je félicite le président. Oui, je m'appelle Léon, Mkanja Alain Léon. Je suis le coordinateur de World Beyond the Wa au site Kivu. Un chapter qui a commencé, qui a été lancé en juillet 2024. Comme vous le savez, le chapter de World Beyond the Wa site Kivu, c'est un réseau de plusieurs personnes, de plusieurs
organisations qui réfléchissent ensemble sur la consolidation de la paix, de la non-violence et de la promotion des droits humains en République démocratique du Congo. Voilà. Donc, à ce moment-ci, dans cette période, nous allons essayer de vous partager de la vision de World Beyond the World DRC. Nous allons vous partager de la mission de World Beyond the World DRC. Et enfin, on va essayer de parler de difficultés, des problèmes sécuritaires que nous avons en République démocratique du Congo et le travail que World Beyond the World DRC a déjà contribué. Voilà. En partant de la vision, nous pouvons dire que la vision de World Beyond the World DRC est de voir la République démocratique du Congo non violente visant à mettre fin à la guerre et instaurer une paix juste, le développement durable et harmonieux aux individus et différentes communautés ethniques en République démocratique du Congo. Concernant la mission de World Beyond the World, nous voulons, la mission de World Beyond the World en République démocratique du Congo est de former, enseigner et encadrer les jeunes, les femmes et les hommes congolais sur la façon de contribuer à créer une culture de paix, de la non-violence, de la promotion des droits humains et au développement durable et harmonieux de toutes les communautés et couches sociales congolaises. En troisième position, nous parlons de la situation sécuritaire en RDC. Ça fait 3 décennies que la République démocratique du Congo est dans des conflits armés et surtout dans sa partie est. Surtout dans le mois de janvier 2025, il y a eu l'aggravation de la situation d'insécurité par la prise de la ville de Goma et certaines localités du Nord Kivu et la prise de la ville de Bukavu et certaines localités du Sud Kivu. Ainsi, nous enregistrons les cas ci-après. À partir de cette situation, nous enregistrons les cas ci-après. Il y a les pertes de vies humaines, du jour au jour, les déplacés internes et externes des réfugiés dans les pays voisins aussi, le non-respect des droits humains, crépitement des balles d'ici par là, insécurité exagérée, interruption des couloirs humanitaires, interruption d'études aux jeunes étudiants en zone de conflits armés, le non-respect de la dignité humaine, l'enregistrement des jeunes dans les groupes armés. Après toutes ces observations, le chapitre de World Beyond the World Sud Kivu en République démocratique du Congo, en collaboration avec World Beyond the World Afrique, a initié une action de Stand with Congo, qui était une lettre en ligne adressée au secrétaire général des Nations Unies afin que les Nations Unies prennent la décision sérieuse sur la cessation des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. À cela, nous avons apprécié toute personne qui nous a accompagnés à signer en ligne cette déclaration. Aussi, nous encourageons les Nations Unies qui ont conjugué leurs efforts en formulant la résolution 2773 sur la RDC. En dépit de cette résolution 2773 des Nations Unies sur la RDC, les guerres ou les conflits armés persistent encore à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous avons jugé bon encore d'organiser cette session sur la quête de paix de la douleur à l'action en République démocratique du Congo. D'après toutes ces souffrances, nous plaidons pour qu'une paix effective et durable revienne en République démocratique du Congo. Ouais, c'est pourquoi nous avons jugé bon encore d'organiser cette session
comme j'avais dit, la quête sur la paix, de la douleur à l'action. C'est une manière de ramener le monde à pouvoir nous aider à contribuer pour une paix effective et durable ici en République démocratique du Congo. Ouais. En conclusion, nous appelons les partenaires nationaux et internationaux de nous venir en aide afin d'atteindre une paix effective et durable en République démocratique du Congo. Pour le chapitre de World Beyond the West Kivu en République démocratique du Congo, Léon Kangalenga, le coordinateur. Je dis et je vous. Voilà. Merci beaucoup, Léon, pour ce partage sur votre action en République démocratique du Congo, qui est très, très utile pour la contribution à cette paix qui est recherchée par tous. Donc, nous allons à présent donner la parole à Maître Lisette, qui est la présidente de WILF, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, la section de RDC, pour en savoir un peu brièvement sur l'impact de ce conflit sur les femmes et les filles de façon spécifique, et aussi les actions de WILF RDC dans ce contexte. Lisette? Bonjour Guy, bonjour à tous et à toutes. Très heureuse de participer à ce Zoom qui parle de la République démocratique du Congo. Effectivement, je suis la présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, section RDC. Depuis que la guerre a commencé, ce que nous remarquons comme conséquence de ces conflits, c'est que premièrement, avec cette guerre, les hommes qui sont tués, les conséquences sur les femmes et les filles, c'est que les femmes très tôt deviennent des chefs de famille. Nous nous retrouvons avec des familles monoparentales portées par des femmes, mais malheureusement que ces femmes n'ont pas été préparées à cette responsabilité. Et ce qui fait que des fois, elles ont des difficultés de pouvoir prendre ces responsabilités de famille. Mais la plus grande conséquence, c'est le viol qui a été utilisé comme arme de guerre, qui a déshumanisé la femme, la fille, au point qu'à un moment donné, nous avions été qualifiés de la capitale de viol. Ça a été très blessant. Et je crois que par rapport à nos sorties à l'international, au niveau régional, nous avions tout fait pour que cette qualification-là soit enlevée, parce que ça nous blessait au plus profond de nous. Ce n'est pas quelque chose que nous avions souhaité, mais c'est quelque chose qui nous a été imposé. Nous avions aussi remarqué que, du point de vue économique, les femmes souffrent beaucoup. Et cette guerre a amené l'insécurité alimentaire. Nous sommes dans le pays où nous avions des communautés qui vivent de la terre. Tout le monde ne travaille pas dans un bureau climatisé, mais ces personnes, ces femmes ont été privées de travailler la terre qui leur procurait ce pourquoi ils pouvaient faire vivre la famille en vendant leurs biens ou en se nourrissant. Et avec la représailles des viols, elles ne savaient plus aller au champ. Donc c'est difficile. Nous nous sommes retrouvés dans une insécurité alimentaire. Les femmes se sont retrouvées déplacées. Et dans ces camps de déplacement, dans ces camps de réfugiés, là aussi, elles continuent à subir les conséquences de la guerre parce qu'elles n'ont pas tous les moyens pour pouvoir survivre. Et pour les jeunes filles, nous remarquons d'abord des enlèvements, des mariages forcés parce qu'ils sont amenés par des bourreaux, mais il y a aussi la déperdition scolaire. Nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de filles qui vont à l'école et cela pose un grand problème pour l'avenir. Comment nous allons reconstruire si nous n'avons pas de jeunes filles qui sont suffisamment scolarisées? La peur d'être violée, la peur d'être violentée par autres actions, elles restent à la maison, mais aussi les infrastructures scolaires sont détruites, donc elles ne savent plus
aller à l'école. Les infrastructures sanitaires deviennent difficiles et nous remarquons aussi le taux de grossesse qui ont augmenté parce que les pères éducateurs, ceux qui doivent travailler dans la communauté pour pouvoir proposer des méthodes contraceptives ne viennent plus et donc vous avez un afflux de grossesses non désirées, malheureusement, qui vont être portées à terme parce qu'ils n'ont pas de moyens de pouvoir se faire avorter ou d'avoir de produits, des pilules de lendemain. Donc nous sommes dans une situation où, après la guerre, nous nous retrouvons avec des enfants non désirés, mais des enfants aussi qui vont chercher à connaître leur paternité et les femmes sont dans l'incapacité de pouvoir le dire. Et Wilf RDC fait de son cheval de bataille la résolution 1325 du Conseil de sécurité, qui est un instrument très important. En cette année jubilaire, nous allons fêter les 25 ans. Nous avions dit que pour une fois que le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît que les femmes payent un lourd tribut lors des guerres et reconnaît aussi que maintenant les femmes doivent faire partie de toutes les instances pour pouvoir trouver des solutions. Malheureusement, pour cet instrument très important, nous ne sentons pas toujours cette participation. Et Wilf travaille sur ça pour dire qu'il faut prévenir. Et dans la prévention, comme Aloïs l'a dit, je le salue en passant, nous avons eu à travailler avec lui dans le projet Faire face aux masculinités militarisées, où nous avons compris beaucoup d'éléments sur l'accompagnement psychologique. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des signaux. Malheureusement, ce sont ces signaux. Ces signaux sont des fois non captés à temps. Ils sont captés en retard et voilà ce que nous vivons. Pour Wilf, son cheval de bataille, c'est pouvoir mettre la femme au centre des résolutions de ces conflits, puisqu'elle paye le lourd tribut, et dans cela, qu'elle puisse participer dans plusieurs forats où on cherche la paix. Et donc, Wilf, en RDC, fait un effort de participer à toutes les réunions. Dernièrement, j'étais à Nairobi pour voir comment nous pouvons trouver une solution de paix sans pour autant tuer des gens, sans pour autant qu'il y ait des déplacés. Parce que la guerre va prendre fin un jour, j'en suis sûr, mais après la guerre, il y aura des conséquences. Ceux qui sont partis, comment ils vont revenir? Et donc, nous sommes toujours là à participer à toutes les actions qui peuvent permettre à ce que nous puissions porter la voix de la femme congolaise. Et c'est comme ça que je remercie même cette activité. Ça nous donne l'opportunité déjà de porter notre voix pour dire il faut que la femme soit prise en considération dans la prévention, dans la gestion et dans la transformation des conflits. Et donc, pour Wilf, elle ne cesse de marteler sur cela, elle ne cesse de porter sa voix et de participer à côté des organisations sœurs pour pouvoir dire non, non, non à la guerre. Et d'ailleurs, nous avions eu à une certaine période dans Wilf, même au niveau international, le slogan « Il est temps de déplacer l'argent de la guerre vers la paix ». Il y a beaucoup d'argent qu'on donne à la guerre. Cet argent qu'on donne à la guerre, il serait mieux qu'on donne cet argent-là à la reconstitution des pays, à la reconstruction, à la recherche de la paix. Et les éléments pour rechercher la paix, il y en a. Il y en a tellement. Mais maintenant, nous voulons que ces éléments-là soient pris en compte. Donc, les femmes, vraiment, ça, déjà que nous décrions leur participation, et avec cette guerre, ça va encore devenir de moins en moins. Et c'est comme ça que nous disons que la résolution 1325, c'est une grande opportunité. Et si nous pouvons réellement la saisir, je crois que nous pourrons résoudre certains problèmes de tous ces conflits que nous avons depuis près de 3 décennies dans notre partie est de la République démocratique du Congo. Voilà en quelques mots ce que j'ai pu
réservé pour nous tous. Et s'il y a des questions, nous pourrons encore échanger pour pouvoir compléter d'autres éléments. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisette. Donc, on a déjà aussi une question dans le chat, quoi qu'on on va y revenir. Mais en attendant de revenir à la question, nous allons donner la parole à Darsin, qui va également partager son histoire, son témoignage par rapport à cette guerre. Déjà, Darsin, bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir. Oui, bon, où est-ce que vous vous trouvez en ce moment et quel est l'impact de la guerre sur votre propre vie et comment survivez-vous et que faites-vous actuellement? Ah, merci beaucoup pour la parole. Je commence par saluer tout le monde. Bonsoir, bonsoir à vous. Et merci de m'avoir accepté comme panéliste au sein de ce forum pour partager euh, mon expérience que je suis en train de traverser actuellement avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Une guerre qui a plusieurs enjeux déjà, mais des enjeux parfois qu'on ne dit pas dans les communications officielles, dans le média. Tout c'est lui qui communique sur la guerre, il communique suivant ses intérêts. Je suis Darsin Bassirois, membre et cofondateur du mouvement Save My World. Nous œuvrons plus dans la justice sociale et environnementale, à Goma et à Bukavu principalement. Alors, je vais aborder les quelques questions qui me concernent, moi personnellement, puisque là, les questions qu'on m'a réservées, c'est l'impact de la guerre sur ma propre vie. Déjà, dans ma casquette de militant, comme je viens de le dire tantôt, depuis le début de l'escalade de la guerre du M23 à l'est de la RDC, à Bukavu principalement, où je vis pour le moment, et où je vis avec ma famille, nous avons connu une grande répression de toute voix dissidente, en tout cas, qui essaie de dénoncer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo par les co-belligérants, puisque à un certain moment, en tant que Congolais, certainement, je dois dénoncer ce que les États voisins, qui jouent le rôle de proxy dans une guerre qui est alimentée pour la plupart par des multinationales. Moi, en tant que militant, j'en connais plus que Total Energy essaie de faire pour s'accaparer, par exemple, des blocs pétroliers à l'est de la RDC. Et il passe toujours derrière des forces obscures comme le régime de Kigali, qui a des intérêts aussi économiques à l'est de la RDC pour nous faire la guerre. Alors, ces impacts directs sur les personnes qui tentent de dénoncer tout ce qui se passe à l'est de la RDC, notamment à Goma et à Bukavu, sont largement combattus par le régime de Kigali, et pas que par le régime de Kigali, puisqu'il y a aussi parfois des politiciens congolais qui ont des intérêts dans cette guerre, qui sont derrière ces mouvements insurrectionnels du M23 et qui sont aussi qui sont aussi hostiles à certains militants comme moi qui dénoncent largement ce qui se passe et les contours de cette violence. Alors, ainsi, nous vivons dans une forme de psychose, puisqu'il y a déjà plusieurs de nos camarades, dont je vais citer un qui est plus connu par presque tout le monde, puisque ça a fait vraiment du buzz sur les médias sociaux, Delcat Idengo de Goma, avec qui on a pu travailler dans différentes activités, dans différentes mobilisations et manifestations à Goma, et qui était artiste révolutionnaire, mais qui a été fauché brutalement par les éléments du M23 RDF, puisque ces garçons courageux étaient hostiles à ces régimes de guerre et sanguinaires qui veulent s'accaparer des zones d'exclusion économique et militaire. C'est toute une matière, mais je vais en rester à ces mots, à l'est de la RDC. Et quand on essaie de déjouer toute cette machination, on est traqué, on est ciblé systématiquement par ces régimes hostiles. Et moi, vu que je ne m'étais pas présenté dans toutes mes casquettes, je suis aussi membre de la plateforme CAIP, Congolese Action Youth Platform, qui a créé les Génocostes dont on entend parler aujourd'hui largement. Et Madame Lisette est revenue d'ailleurs sur quelques-uns de mots que nous utilisons pour essayer de dénoncer ce qui se passe en RDC, notamment la violence qui est utilisée comme arme de guerre ou comme tactique de guerre.
Et ainsi, nous avons fait plusieurs manifestations, nous avons fait plusieurs actions contre la violence qui s'est faite à l'est de la RDC, la violence militaire, la violence sexuelle contre les femmes, l'utilisation des enfants dans des mines d'exploitation des matières premières qui alimentent le multinational et dont le pays voisin, certains pays voisins en sont les premiers bénéficiaires dans les traitements notamment des minéraux et dans l'exportation de ces mêmes minéraux. Et c'est cela qui représente d'une manière ou d'une autre leur agenda. Alors, ainsi, l'arrivée de la guerre nous a impacté moi personnellement en tant que militant. Nous avons, comme je venais de dire, que nous avons fait plusieurs actions contre tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Cela nous a valu, d'une manière ou d'une autre, une forme de ciblage, puisque déjà nous avons de nos amis, nos propres amis avec lesquels on a milité, qui sont interpellés et pour d'autres qui sont ciblés systématiquement, puisque il y a des gens qui sont en train de se renseigner sur d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à vendre certains militants, puisque à tout point de vue, il faudrait taire toute voix dissidente qui va à l'encontre de cette campagne macabre et mortelle de certains compatriotes, entre guillemets, du M23. D'un autre côté, moi-même, j'ai vécu de mes propres yeux une certaine forme de stigmatisation de communauté, puisque quand nous essayons, en tout cas très globalement, dans une forme globale, tout le monde essaie de dire que la guerre à l'est de la RDC, c'est une guerre qui a plus d'une connotation tribalo-ethnique, où on essaie de mentionner, de pointer des peuples rwandophones, pour ne pas dire des peuples de certaines communautés, ceux qui parlent le Kinyarwanda. Alors, cette stigmatisation vient quand nous voyons les ras-le-bol exprimés par certaines populations qui sont meurtries par ces successions de violences, d'escalade de la guerre, et qui essayent de tout ramener à une certaine frange de la population qui parle le Kinyarwanda comme langue locale et qui essaie de s'en prendre à eux. Donc, moi, c'est un peu pour dire que cette guerre, c'est une guerre qui a des enjeux qui sont asymétriques, ce qu'on nous dit dans les médias et ce que nous vivons sur le terrain, ça n'est pas pareil, puisque pour certains, ils veulent défendre les intérêts d'une communauté qui se sent lésée en RDC. Mais de par leurs agendas cachés, ce sont des agendas purement économiques et des postes de responsabilité pour certains qui sont dans le gouvernement et qui veulent asseoir leur hégémonie ou bien tenter d'avoir une même mise sur les gâteaux, puisque c'est comme ça qu'ils appellent quand ils se partagent les gâteaux. Alors, tout cela, on essaie quand même de mettre en surface une communauté qui, à mon sens, l'on expose pour des intérêts des uns et des autres, et pour la plupart du temps, des intérêts des pays voisins, de certains pays voisins, dont les mêmes réalités avec ces communautés n'ont rien à voir carrément. Alors, certains individus, politiciens, qui sont aussi lésés par le pouvoir peut-être en place, acceptent de rejoindre le mouvement insurrectionnel pour justifier leurs agendas économiques. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au contexte. Alors, comment survivez-vous et comment faites-vous actuellement? Nous survivons très difficilement. Madame Lisette, j'ai suivi son exposé avec beaucoup d'attention. Elle a peint tout un tableau où elle a expliqué les crises liées aux violences sexuelles que nous vivons, que nous voyons, des femmes, des communautés, des familles entières qui sont détruites par la violence juste à côté de chez nous. Et tous les jours, on se réveille, on dit qu'on a visité telle famille, telle maison juste à côté. Peut-être heureusement pour moi que l'on n'a jamais visité ma famille, là que je vis avec ma mère, puisque mon père, lui, il est mort, ma mère et mon frère et mes petites sœurs. On ne nous a jamais visités. Mais peut-être que si demain, après-demain, ce serait notre tour, je crois que ces mêmes affres de la guerre, on les vivrait dans notre propre chair. Alors, tous les jours, je me réveille, on a tué un ami. Il y a même des amis proches qu'on a tués, qui sont morts. Je peux en citer quelques-uns ici déjà. Il y a Raoul de Goma, puisque moi, je vous ai dit que je vis à Goma et à Bukavu à la fois, qui a été abattu lâchement la dernière fois, puisqu'on tentait de lui ravir son véhicule, RAV4 nouveau modèle.
Et vu qu'il a essayé de résister un tout petit peu, on lui a tiré à bout portant. Et tout ça, moi, je le vis dans ma chair, puisque je vais tous les jours presque enterrer certains, soit amis, soit membres de la famille un peu lointains, dans les quartiers, des amis qu'on abat tous les jours, et pour des raisons, pour des fois, qui n'en valent pas la peine. Et c'est un peu pour dire que, de manière très globale, ce que nous vivons ici, nous vivons dans une forme de justice militaire où tous les petits conflits, que ce soit des anicroches entre des individus dans une même, de la même famille peut-être, ou des amis qui se tiraillent peut-être autour d'une bière, les agents du M23, ils règlent toujours ça par des armes. Et comme ça, on tue les gens tous les jours. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'essaie de me camoufler. J'essaie de vivre, en tout cas, de manière camouflée pour ne pas permettre à ce que cela m'arrive. J'essaie de jouer avec la prudence. D'habitude, nous ne sommes pas à peu près libres puisqu'on n'est pas censé, d'après leur dire, on est censé sortir après 19h peut-être et se balader. Mais nous savons tout ce qui se passe après 19h. Les gens sont en train de mourir comme des mouches. Et moi, j'essaie de me dire, à toutes les fois qu'il faut rentrer à la maison, il faut le faire avant 18h pour que j'essaie de me mettre dans une forme de sécurité. Mais tout cela crée une certaine forme de psychose, puisque quand bien même dehors, il y a un petit bruit juste comme ça. Ah, du coup, on commence à se mettre sous les lits, puisqu'on s'est dit, ah, peut-être qu'il y a des bandits qui sont déjà sur le terrain. Mais ce ne sont pas carrément des bandits, ce sont les mêmes militaires qu'on nous vend dans le média, les mêmes militaires de M23, qu'on dit qu'ils sont disciplinés d'après les rhétoriques pour tenter de justifier leurs actions sur notre ville, mais qui tuent des gens, qui violent des femmes, qui pillent à volonté, puisqu'on est en train de piller des gens, on prend des véhicules gratuitement. Et il faut voir, puisque c'est tout ce qu'on ne parle pas. Certainement, on parle de la violence des femmes, des enfants, l'utilisation des enfants dans des mines. C'est très important d'en parler, mais en ce qui concerne des crimes de guerre, il faut aussi voir ce qui se passe actuellement, puisque des tonnes de véhicules sont en train d'être apportés, qui traversent tous les jours la frontière vers notre pays voisin, le Rwanda. Mais le Rwanda refuse ni toute responsabilité dans cette guerre, pendant que nous voyons avec nos propres yeux tous les jours des tonnes de véhicules qui passent par le Rwanda. Et vu que la population n'a pas comment se défendre, il n'y a pas de justice. La justice qu'il y a, c'est la justice des armes. Alors c'est comme ça que tout le monde va céder ce qu'il a pour tenter de sauver sa vie. Mais tout ça, ça constitue des crimes de guerre. Alors, je crois que ça fait déjà beaucoup de choses que nous vivons, que nous voyons avec nos propres yeux. Et dont on n'est pas vraiment sûr que cela nous sécurise, d'après ce qu'ils sont en train de dire, que c'est une rébellion pour sécuriser la population du Nord Kivu et du Sud Kivu, de Goma et de Bukavu. Mais en soi, c'est que des couvertures médiatiques. C'est là que je commençais par dire que ce qu'on nous raconte dans le média, puisqu'il s'est avéré aussi que les journalistes sont déjà divisés en des camps. Il y a des journalistes qui sont pro-Kinshasa, qui défendent les intérêts de Kinshasa, et il y a des journalistes qui sont pro-M23 et le Rwanda. Mais quand est-ce qu'on aura des journalistes vraiment indépendants qui vont défendre les intérêts des communautés, des populations qui vivent les affres de la guerre? Et quand vous allez voir des communications de journalistes, c'est toutes les plateformes médiatiques, vous allez voir qu'ils sont en train de communiquer dans le sens des intérêts qui sont les leurs et pas vraiment la véracité des faits qui se passent sur le terrain. Et ainsi, nous qui sommes alors militants, moi, mon rôle, c'est de dénoncer, c'est de dire au monde ce qui se passe. Mais depuis là que je me trouve, je ne peux pas le faire, puisque normalement, cela me vaudrait des représailles. Comme vous le savez, moi, je vis à Bukavu avec ma famille, mes frères et mes sœurs, puisque j'en ai beaucoup. Et si j'ai tenté de sortir une vidéo pour montrer ce qui se passe, ou bien justement pour expliquer ce qui se passe, cela me vaudrait des représailles. Du coup, comme je l'ai dit aussi, j'essaie de vivre dans une forme je joue profil bas. Je joue profil bas dans cette situation, mais peut-être que tout ça, on pourra les raconter un peu après. Je vais ici remercier World Beyond War, qui nous a permis quand même ce cadre sécurisé, où on peut quand même partager quelques éléments, bien que l'État nous ait vraiment imparti. Je suis désolé d'en apprendre beaucoup. Je vais remercier World Beyond War, qui nous a permis quand même de partager un peu de l'expérience que nous traversons en ces moments à trouble et ces moments d'incertitude, ou demain, après-demain, vous pouvez écouter dans les médias qu'on a visité aussi la maison d'Arsène et peut-être qu'il est parti. C'est possible, puisque
Il y a déjà des jeunes de mon âge qui sont déjà partis et beaucoup des amis au quartier, des familles d'à côté et ainsi de suite, et dont je ne fais pas exception. Ça pourrait être moi ou quelqu'un d'autre demain. Merci beaucoup. Je crois que pour tous les restes, on va répondre aux questions. On est vraiment ouvert à toutes les questions. Merci beaucoup à tous et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dassin, pour ce témoignage. Dieu nous garde que cela n'arrive pas. C'est pour ça que nous échangeons, nous essayons de repousser le danger au loin, mais c'est bien de rester protégé, rester en sécurité dans ce contexte particulièrement difficile. Merci d'avoir partagé cette expérience-là. Donc, nous allons sortir avec peut-être 2 ou 3 minutes pour chacun des intervenants. Déjà, ma question que je pose est qui peut faire quoi pour que la RDC retrouve la quiétude et la paix dont les Congolais rêvent? C'est le droit des Congolais d'avoir la paix et la tranquillité. Qui peut faire quoi dans ce contexte-là? Je commence par Aloïs. Mais Aloïs, avant, il y a une question également pour vous dans le chat. Pourriez-vous nous en dire davantage sur votre situation de sécurité à Goma? Est-ce que vous travaillez pour le gouvernement congolais ou pour le M23? Alors, comment est-ce que votre sécurité est assurée dans un environnement marqué par la présence de groupes rebelles? Donc, si en 3 minutes, vous pouvez essayer de répondre à ces questions-là, on gagnerait un peu de temps. Merci. Ok, merci encore de me passer la parole et je remercie les autres panélistes. Bon, ça va faire à peu près plus d'une décennie que nous essayons de travailler sur les questions de violence, de paix, de sécurité, comment on peut assurer que la femme, les enfants sont protégés dans notre contexte. D'abord, je vais commencer par un autre appel. Donc, nous, Congolais, nous sommes improvisés, professionnels et spécialistes de la géopolitique. Donc, dans les réseaux sociaux, nous avons commenté beaucoup sur les guerres, sur la politique. Et je crois qu'il faut faire la part des choses. Il faut vraiment laisser la guerre et la géopolitique aux professionnels. Donc, ce n'est pas notre domaine de définition. Nous commentons, nous donnons des hypothèses et parfois nos hypothèses, à la fin, deviennent fausses parce que ce n'est pas vraiment notre expertise. Notre mission en tant que société civile et notre intérêt, c'est comment on peut avoir accès aux bénéficiaires, comment on peut avoir accès aux victimes dans ce contexte de conflit, comment on peut continuer à assurer les services à ces survivants de violences, comment nous pouvons pousser la communauté internationale à exiger un couloir humanitaire pour que les zones rebelles, tout comme les zones contrôlées par le gouvernement, soient accessibles par nous, les humanitaires. Comment on peut pousser aussi l'agenda de la relance économique, parce que la vie économique vraiment détermine tout. Lorsque la pauvreté s'aggrave, je crois que la violence aussi augmente. Je crois que c'est vraiment ça notre rôle en tant que société civile, les soucis du bénéficiaire. Entre autres, je participe à d'autres forums pareils à celui-ci, notamment au sein du bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, qui est un forum pour mettre à jour la réalité de l'Est du Congo. Et beaucoup d'experts aussi ont mis beaucoup de propositions pour que la paix revienne à l'Est du Congo. Je peux revenir sur certaines de leurs recommandations. Il y a par exemple travailler sur les questions relatives au traumatisme. C'est vraiment ça notre expertise en tant que Living Peace pour mettre fin au cycle de violence. Les personnes, vous et moi, sont traumatisées parce que vivant dans les zones de conflit pendant longtemps, et comment nous pouvons être sûrs que ces questions de traumatisme sont traitées. Le Congo est très riche, il y a 400 tribus, plus de 450 tribus ethnies au Congo. Et nous estimons que dans chaque tribu, il y a des valeurs positives qui peuvent contribuer à la promotion de la paix. Comment nous pouvons faire des recherches dans ce domaine et vraiment identifier dans chaque tribu qu'est-ce qui peut vraiment contribuer à la paix. Bon, on a quand même assisté à un discours assez fort, des discours de haine, de déshumanisation. Darcin a un peu
parcouru ça, stigmatisation. Les politiciens ont aussi fait des discours de haine, leurs propres discours. Bon, je crois que le cas de Bitakwira est assez flagrant lorsqu'on parle de la RDC. Et je crois qu'il faut vraiment mettre fin à ces discours de déshumanisation, à ces discours de haine, et essayer de promouvoir le vivre ensemble, essayer de promouvoir la réconciliation, essayer de promouvoir la cohésion. Certains experts ont même estimé qu'il faut un dialogue assez franc entre les intellectuels, les responsables éthiques et spirituels de la région, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Congo, pour qu'ils puissent aider les communautés à vivre ensemble et à vivre dans la paix. Et aussi comment protéger les communautés marginalisées, les individus démunis, puisque à cause de la pauvreté, justement, ça leur donne beaucoup entre les gouvernements. Si des minéraux au Congo, je crois qu'il y a une opacité assez forte dans la gestion des mines au Congo. On a tendance à aller aussi au Congo, il y a beaucoup dans le secteur minier. Et comment on peut vraiment faire un inventaire, un audit assez rigoureux sur les ressources minières au Congo. Ces ressources ne nous aident vraiment à rien parce que nous ne voyons pas de retombées en termes de construction des infrastructures, amélioration des conditions de vie des gens. Sur la question personnelle qui m'est posée, je travaille pour Living Peace Institute. Je ne travaille pas pour le gouvernement, je ne travaille pas pour les rebelles. L'accident fait que je vis à Goma et dans cette zone, c'est une zone contrôlée en ce moment par les rebelles. Jusqu'à quand, je n'ai pas la maîtrise, mais nous sommes en train aussi d'observer, comme tant d'autres, c'est une zone où vivent plus de 2 millions de gens. On ne doit pas les sacrifier parce qu'ils vivent avec les rebelles. Donc, ils ont aussi droit à être assistés, mais ils ne peuvent pas, même moi-même, j'ai du mal à accéder à mon compte bancaire. Donc, nous nous battons déjà économiquement à survivre dans cette zone dite rebelle. Et comment on peut vraiment réfléchir de façon critique pour que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous puissions dépasser les politiques. Nous puissions aller au-delà des passions politiques parce que nous ne sommes pas des politiciens. Notre intérêt, c'est vraiment tous ces bénéficiaires qui sont victimes des violences dans toutes ces états. Merci. Merci beaucoup, Aloïs. Donc, je vais, sans perdre le temps, donner la parole à Léon. Et au passage, Léon, il y a une question. Quelles actions à mener sur le plan local, régional ou international pour dissuader la communauté internationale afin que la paix soit rétablie? Je crois que Léon a déjà répondu à cette question dans sa présentation avec l'initiative des lettres de campagne. Et malgré les efforts fournis, bon, est-ce qu'il y a autre chose à partager pour que la paix soit le plus tôt rétablie au Congo, Léon? En 3 minutes également, s'il vous plaît. La question qui nous a été posée, c'est une question très pertinente et ça entre directement dans la vision même de World Beyond the War. Donc, le World Beyond the War travaille en réseau avec les autres organisations, travaille en réseau avec les autres personnes pour essayer de conjuguer ensemble les efforts de pouvoir comment nous pouvons ramener la paix dans notre pays, dans notre localité, dans notre village, ainsi de suite. Mais il y a certaines conditions que World Beyond doit prendre. En premier lieu, pour être en réseau, vous devez signer une lettre de déclaration, une lettre de participer aux efforts de la consultation de la paix qui a toujours été partagée par World Beyond. Si vous acceptez cette lettre, si vous signez cette lettre, vous devenez directement membre de World Beyond et vous commencez aussi à contribuer, à donner vos idées sur ce que nous pouvons faire ensemble. Donc, notre idée, notre manière de travailler, c'est de travailler en réseau, comme les autres ont dit ici. Comment on peut travailler ensemble pour amener la paix? C'est ça notre souci. Donc, si vous êtes prêts de signer notre déclaration de la paix, c'est très meilleur, vous êtes les bienvenus. Et nous serons toujours contents d'être ensemble et de pouvoir toujours travailler ensemble
tous les jours. Voilà ce que j'avais comme élément à ajouter à cette question. Merci beaucoup. Merci également, Léon, pour cette autre contribution. Maître Lisette, il y a une autre question pour vous. En tant que président de WILF RDC et activiste engagé, quelles actions concrètes menez-vous sur le terrain pour répondre à la situation des femmes en République démocratique du Congo dans le cadre de l'application de la résolution 1325 sur femmes et sécurité? Donc, je précise que je souhaiterais entendre parler des initiatives et interventions directes auprès des femmes affectées par les violences sexuelles, la précarité économique, l'interruption de la scolarité des filles et l'augmentation des grossesses précoces au-delà de la participation aux réunions internationales ou régionales. Donc, vous avez déjà commencé à parler là-dessus. Vous pouvez nous en dire davantage, Lisette? Ok, merci beaucoup Guy pour la parole. Euh, Nous avions mené des actions d'abord pour voir dans quelle mesure, même au niveau des communautés, que les femmes puissent participer à tous les barzas, à tous les groupes de constitution de paix. Mais aussi, nous avons lancé des alertes précoces sur les documents que le pays devrait signer, plusieurs déclarations pendant les conflits, que les zones peuplées ne soient pas bombardées. Nous avons aussi travaillé pour la lutte contre l'impunité, parce que toutes ces personnes qui ont été violentées doivent avoir justice. Et c'est ce qui a même poussé à ce que nous puissions même revoir la définition même du viol, parce que beaucoup de femmes ont été violées en présence d'une arme. Et Wilf continue à travailler jusqu'aujourd'hui pour arracher la signature du traité contre le commerce des armes. Parce que nous sommes en partenariat avec la Commission nationale de lutte contre les armes légères et les petits calibres. C'est un travail de plusieurs années. Nous n'avons pas encore abouti, mais nous continuons à travailler avec eux pour montrer l'importance de comment il faudrait régulariser que ces armes-là ne puissent pas entrer comme ça entre dans le pays parce que les femmes ont été violées avec, avec les armes. Pour la sécurité alimentaire ou bien pour la reconstruction économique, c'est là aussi la difficulté que nous avons pour le moment. C'est vrai qu'avec le temps, nous avions eu à essayer à mettre en œuvre des associations villageoises d'épargne et de crédit au moment où il y avait un peu d'accalmie. Mais aujourd'hui, la difficulté que nous rencontrons, que nous est rapportée, c'est que, comme Aloïs l'a dit, les institutions bancaires ne fonctionnent pas parce que les banques ont peur d'être pillées. Et c'est maintenant les finances par la messagerie bancaire, que ce soit Orange, Mani ou Airtel ou Vodacom, qui fonctionnent, mais comment aussi sécuriser cela. Donc c'est un peu ça la difficulté qui se présente pour le moment, c'est de voir comment aider les femmes dans cette situation-là. Mais la situation de précarité des femmes, c'est qui fait que beaucoup n'auront pas aussi de moyens pour pouvoir recevoir directement des finances si jamais on pouvait récolter des finances et pouvoir leur envoyer. Et donc, c'est un peu dans cette question-là de relèvement, comme quatrième pilier de la résolution 1325, où on essaie un peu de réfléchir pour voir dans quelle mesure ces femmes peuvent récupérer un petit rien selon ces messageries-là pour pouvoir survivre à, à pouvoir garder les familles un peu ensemble. Mais la question des ressources naturelles, je crois qu'on y a travaillé dans plusieurs structures, que ce soit dans WILF ou dans d'autres, que c'est une question cruciale, qu'il faudrait bien définir la politique de la gestion des ressources naturelles et comment pouvoir y répondre. Et donc, tout ce que je peux dire pour le mot de la fin, c'est que tous, nous avons notre part de partition à la reconstruction du pays, à la consolidation de la paix. La société civile a beaucoup fait. Il y a beaucoup d'études qui ont été produites. Maintenant, c'est prendre ces études-là, voir comment nous les mettons en œuvre. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites,
Quelles sont les raisons, quelles sont les causes? Il y a déjà suffisamment de la documentation. Que les pouvoirs publics en prennent connaissance, que les partenaires techniques et financiers qui viennent en appui au pays viennent avec des actions concrètes selon tout ce qui a été dit comme recommandation. Et nous aimerions aussi que la société civile internationale porte aussi la voix de la situation du pays dans d'autres forats où nous ne savons pas participer. Mais au niveau du pays, il y a beaucoup d'actions qui sont faites, mais des fois qui sont butées à des agendas politiques qui, des fois, ne permettent pas de mettre en application au moment opportun les sollicitations de la société civile, que ce soit des organisations féminines ou des organisations de manière générale. Merci beaucoup. Merci beaucoup également, Lisette, pour ce partage. Donc, j'avais également je vais revenir à vous pour le mot de fin tout à l'heure d'Assin, pas de souci. Je vois le commentaire de Lukambo dans le chat qui disait: je ne trouve pas que la lettre d'appel à la paix ne correspond pas, ou bien je trouve que la lettre d'appel ne correspond pas à une demande de paix effective qui exigeait l'arrêt de soutien aux forces armées de la RDC, l'armée d'un pays voisin envahi un pays qui a perdu une partie de son territoire et qui n'a jamais attaqué ses voisins. Cette demande me semble profondément injuste. Si les forces armées de la RDC déposaient les armes, pensez-vous que la RDC existerait encore en tant que pays souverain? Il est essentiel d'analyser la situation avec sérieux avant de proposer de l'aide. Voilà, donc peut-être je vais dire quelque chose par rapport à ce commentaire-là que c'est World Beyond War. Déjà, la vision, c'est un monde au-delà de la guerre et sans armes. Parce que la conviction profonde de World Beyond War, c'est que nous proposons des moyens alternatifs, à la violence. Donc, résoudre un problème, on parle de guerre, sans commencer par un préalable qui est celui de déposer les armes, ne nous garantit pas tout de suite que nous allons y parvenir. Tant que les armes circulent, les armes sont faites pour tuer. Donc, je partage le lien de ce système de sécurité alternatif de World Beyond War pour mettre fin à la guerre. Donc, la lettre de campagne, ce n'est qu'une étape. Bien d'autres étapes vont intervenir dans une seconde. Voilà, donc pendant le partage de l'enregistrement, je vais mettre la version synthèse de ce programme de sécurité en, en français. Pour le moment, le lien que j'ai partagé vous envoie au document en anglais. Donc, World Beyond War milite pour euh, la non-utilisation des armes, de la violence dans la résolution de tout conflit. Donc, je vais donner la parole à la collègue de vision communautaire que nous avons signalé tantôt. Je crois que c'est bien Madame Takebuka qui est en ligne. Je vais vous permettre d'ouvrir votre... Ok, je crois que vous pouvez nous écouter. Vous pouvez parler? Oui, oui, alors bonsoir à tout le monde. Voilà, merci, bonsoir. Oui, je suis Madame Takebuka Wilhelmine, membre de plusieurs organisations dont je suis parfois la modératrice, la coordinatrice, le point focal, et ainsi de suite. Nous sommes en République démocratique du Congo et nous travaillons beaucoup sur les questions de paix et sécurité des femmes, mais aussi d'une manière générale, nous travaillons pour la promotion et la défense des droits des femmes et des filles. Au fait, je pense que je n'aurai pas beaucoup de choses à vous présenter pour l'instant parce que la situation que je pouvais peut-être partager avec vous, ça a été bien décrit par
notre consoeur, Madame Lucette, que je salue en passant et que je remercie beaucoup pour tous ces efforts qu'ils sont en train de fournir pour que les femmes et nos communautés aient la paix et la sécurité. En fait, moi, je crois que pour le moment, en plus de la 1325, un instrument qui donne droit aux femmes de participer à tout le processus de paix. Je crois que aussi, pour le moment, nous ne pouvons pas négliger ou ne pas s'approprier la 2773, qui est un instrument très, très nécessaire dans le contexte actuel de notre pays. Si je le dis ainsi, c'est parce que nous tous, nous savons que nous sommes agressés par un pays voisin. Et par cet instrument-là, il est prévu que les voisins qui nous agressent, qui nous fait du mal, donc on a déjà expliqué tout ce dont nous sommes victimes à travers cette guerre-là. Je crois que les plaidoyers que nous devons mener pour le moment, c'est l'application de la 2773 qui nous donne droit de bénéficier de notre sécurité, parce que si le pays a des difficultés, c'est à cause des forces armées rwandaises. Bon, je sais aussi qu'il y a des problèmes à l'interne, mais dans l'instant, pour que nous ayons la paix, d'abord la sécurité, et cette paix et sécurité qui va nous permettre de résoudre les problèmes que nous avons à l'interne. Et dans ce cas-là, moi, je me dis que la priorité des priorités, ça serait l'appropriation, nous, en tant que société civile, de cette déclaration et de voir comment est-ce que nous devons hausser nos voix pour que cette déclaration soit mise en application et le plus rapidement possible, à l'immédiat même. Parce que la réalité sur le terrain, les Rwandais continuent à envoyer ses troupes dans notre pays. Et il y a toujours la guerre qui continue, il y a des affrontements. Parce que normalement, en plus du retrait du Rwanda ou bien les forces armées du Rwanda sur le sol congolais, il y a aussi un cessez-le-feu qui devrait se concrétiser. Mais on dirait que tous ces gens-là, ils ont bouché les oreilles et ils ne veulent pas obéir à cette déclaration qui devrait peut-être nous rétablir dans nos droits et aussi que la paix soit aussi rétablie. Parce que notre organisation, par exemple, mon organisation traditionnelle dénommée dans l'État, c'était Village Cobaye, et ensuite on a changé le nom, c'est maintenant Vision Communautaire. On travaille donc jour et nuit sur les conséquences de cette guerre qui n'a que trop duré. 30 ans, c'est quand même beaucoup. Et moi, je crois que si vraiment nous sommes engagés, nous sommes déterminés pour qu'il y ait cette paix, nous devons insister sur la mise en application de la 1325, bien sûr la 1325 est complétée par la 2772 ou 73. Bon, je ne peux pas dire que c'est complété, mais c'est cette loi-là qui renforce cette ancienne loi, la 1325, qui est déjà aussi très ancienne avec 25 ans d'âge. C'est déjà une déclaration qui devrait déjà avoir des résultats concrets sur les femmes ou sur la vie des femmes dans notre pays. Et ce n'est pas seulement dans notre pays, bon, parce que il y a plusieurs pays qui ont ratifié cette déclaration des Nations Unies.
Et ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi est-ce que le Rwanda ne peut pas vraiment obéir ou s'abstenir d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire dans notre pays. Nous sommes des voisins, nous resterons des voisins. Mais le pays voisin doit respecter les limites. Il ne doit pas aller agresser son pays voisin juste pour des questions économiques. Il y avait une autre façon, il pouvait y avoir une autre façon de savoir comment est-ce que la RDC est un pays très riche et à côté de lui, le Rwanda est un pays très pauvre. Quelles sont les coopérations qui pouvaient exister entre les deux pays? Et pour ça, pour une raison économique, si on arrive à compter les gens qui sont victimes, qui ont été tués à cause de cette guerre, je ne peux même plus parler des violences, des viols et ainsi de suite et toutes ces conséquences, mais tuer les gens, les pertes en vie humaine que le pays a encaissées, c'est quand même triste. Moi-même, j'ai été traumatisée parce que je venais d'ouvrir un centre d'hébergement au Nord Kivu. Un mois et demi avant que Goma tombe. J'avais déjà ouvert ce centre d'hébergement des enfants non accompagnés qui étaient dans les cas de réfugiés de Boulengu. Il faut voir comment est-ce que j'ai souffert quand j'ai appris qu'il y a les carnages à Goma, il y a les bombes qu'on est en train de larguer par-ci, par-là. J'ai fait une tension de 22/17 parce que je me disais, j'ai cherché à protéger les enfants non accompagnés. Maintenant, si ces enfants mouraient à ma responsabilité, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, tout ça, c'est pour vous dire que cette guerre nous a épuisés. Cette guerre nous a... Donc, je n'ai même pas de mots. Excusez, comprenez mon émotion, mais c'est pour nous dire que, c'est pour nous rappeler que nous devons insister sur la 2773 pour que la paix soit restaurée immédiatement, pour qu'il y ait arrêt d'hostilité et aussi insister à ce qu'il y ait cette cohabitation pacifique de nos communautés, entre communautés, mais aussi la cohésion sociale entre les politiques et nous tous, comme Congolais. Bon, merci beaucoup. Je tiens à remercier les organisateurs de cette réunion et je pense que on ne va pas s'arrêter ici. On va continuer à se rencontrer et à échanger pour que nous ayons la paix parce que cette paix, ça dépend de notre engagement et l'engagement de nous tous. Merci beaucoup et bonne suite de la réunion. Merci beaucoup, Madame, pour le partage et pour le travail que vous faites dans ce contexte-là. Donc, j'ai encore le commentaire de Lukambo qui revient dans le chat. Peut-être que j'allais partager, si vous le permettez, pour que nous voyons ensemble la demande de World Beyond War dans sa lettre. Donc, si vous voyez mon écran, voilà exactement ce que World Beyond War a demandé dans sa lettre. Donc, je vais lire juste les 2 derniers paragraphes là. Donc, World Beyond War, le chapitre de RDC au site Kivu en collaboration avec l'Organisation pour les opportunités de développement et l'ensemble des chapitres de World Beyond War en Afrique condamne les atrocités commises en RDC et appelle les Nations Unies à prendre d'urgence des mesures pour remédier à cette situation critique. Par exemple, faire pression sur le gouvernement rwandais pour qu'il cesse de soutenir les groupes rebelles opérant dans la région du Kivu
et encourager le dialogue entre les présidents des deux pays. Alors, appeler les gouvernements de la Chine, de la Russie, des États-Unis et des pays voisins et partenaires régionaux de la RDC à cesser de fournir des armes et un soutien militaire à la République démocratique du Congo. Donc, on invite donc tout le monde à rejoindre World Beyond War pour condamner la guerre en RDC, pour condamner l'agression du Rwanda et les coopérations militaires en RDC et appeler à la fin du flux des armes qui alimentent la guerre en RDC. Donc voilà principalement notre demande pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde ce que World Beyond War a demandé. Donc les termes désarmement des forces armées de la RDC, je crois que ça n'apparaît pas dans notre lettre. Et je précise quand même tout de même que World Beyond War euh, ne, ne cautionnera jamais, ne demandera jamais l'usage de la violence des armes dans la résolution d'un conflit. Donc, je vais donner la parole, je vais y aller les mains levées, je vais commencer par Simri. Ensuite, on va prendre Lukambo qui avait la main levée aussi, et puis Darcy. Donc, je vais permettre à tout le monde d'activer les micros. OK. Donc, Simri, vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, c'est à moi que vous accordez la parole. Alors, Non, non, OK, maintenant ça a voilà. fonctionné. OK, pardon, parce que tout à l'heure, ça ne voulait pas Oui, s'activer. c'était désactivé pour tout le monde. J'ai réactivé maintenant. Alors, j'ai juste quelques commentaires de point de vue de quelqu'un du Canada. Je ne connais pas la réalité vraiment terre à terre en DRC. Mais quand même, je suis d'accord avec celui qui celui qui a commenté que c'est pas, je ne sais pas si c'est, pour moi, je vois des compagnies minières qui profitent et qui tirent profit de la DRC. Et ça c'est dans leur intérêt que la guerre perdure parce que comme ça, il y a toujours un conflit, il y a toujours une distraction, ils pouvaient faire des abus sur des enfants, toutes sortes de choses, les femmes, tout ça, ça alimente, ça leur donne de l'argent dans leur poche parce que ça continue, ça facilite les compagnies minières, leur travail des compagnies minières. Alors, moi, je suis très méfiante, le Rwanda, oui, en apparence, c'est le Rwanda qui attaque le RDC. Alors, je ne vois pas comment peut-on dire à les gens de l'armée de la DRC arrêter de se défendre avec tout le reste qui est en cours actuellement et on ne sait pas même qui donne les armes aux Rwandais pour qu'ils s'attaquent le Congo. Est-ce que ça, c'est pas les compagnies minières et même des gouvernements occidentaux qui peuvent être impliqués dans cette guerre d'une façon cachée? Je ne sais pas. Mais je pense que je trouve que l'idée de dire aux victimes de mettre vos armes par terre, je comprends pas. Peut-être je comprends mal la situation. OK. Merci pour le commentaire et pour la question. Euh, Lukambo, vous prendre la parole? Oui, merci. Et bonsoir à tous. Pour moi, je sais que nous devons appeler toutes les parties à la négociation, à la paix. C'est vrai. D'être comme ça, pour dire
aux États-Unis et à l'Europe Ah, j'entends mal. Ah, de ne pas envoyer une arme. Pardon. Là, vous m'écoutez? Oui, c'est bien maintenant. Allô? Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Si vous faites la même chose, vous envoyez une lettre, une telle lettre, pour que l'Europe, les États-Unis, consorts arrêtent d'envoyer une arme à l'Ukraine, vous pouvez avoir des sérieux problèmes. Parce que c'est un pays agressé, c'est un pays occupé. Il faut différencier les choses. Hein? On peut appeler à stopper le flux des armes du côté de l'agresseur, pas du côté de la victime. Ça ne se fait pas. Appeler la Chine, la RDC ne fabrique pas les armes. La RDC ne fabrique pas les armes. Si on arrête, ça signifie quoi? L'occupation totale de leur pays. Ils ont le droit de se défendre, Guy. Il faudra corriger cette lettre. Oui, nous sommes là pour la paix, c'est vrai. C'est vrai, nous sommes là pour la paix. Nous devons travailler pour la paix, pour les négociations, pour le dialogue. C'est vrai. Mais je ne vois pas un, deux, six Congolais accepter qu'on désarme leur armée parce que je ne sais pas. Bon, au fait, peut-être que je n'ai pas bien compris, mais c'est vrai, c'est un appel à la paix, mais mal rédigé, selon moi. Voilà. Et j'avais une autre observation. Il y a un participant qui a dit que les Congolais devraient cesser de s'occuper de la politique de leur pays. Moi, je crois que ça, ce n'est pas un langage qu'on devrait tenir parce que dans un pays, tout le monde devrait s'occuper de la politique de son pays, ce qui est tout à fait normal. Que d'abord, les politiciens congolais ont échoué. Ils n'arrivent pas à pacifier le pays. Alors, si tout le monde disait, bon, voilà, ça ne me regarde pas, mais ça regarde qui? Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, Lukambo, pour cette prise de parole. Je vais donner la parole à Darsin et ensuite à Loïs et nous allons revenir pour terminer, pour conclure. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a eu plusieurs interventions. Je me rappelle pas déjà de qui exactement. J'ai suivi tout simplement. Mais je vais quand même essayer de marteler par rapport à la question de la nature de ces conflits, puisque ça pose parfois problème quand on parle de la responsabilité du Rwanda qui continue de nier sa responsabilité dans cette guerre. On va déjà dire que c'est un peu plus la question des agendas politiques, puisqu'il y a des politiciens qui sont au pouvoir, portés plus par des multinationales, soutenus par des pays occidentaux, comme la plupart des gens l'ont d'ailleurs dit ici. Et ces personnes, ces individus, puisqu'il faut les prendre comme des personnes, bien que ce sont des représentants de nos pays, ils répondent à leurs agendas personnels en faisant la guerre, par exemple, le Rwanda qui fait la guerre à la RDC. Ce n'est pas le peuple rwandais qui fait la guerre à la RDC. Oui, le peuple rwandais est plus mobilisé par son leader politique, leur président, qui a des agendas à exécuter en RDC pour répondre aux besoins de ses partenaires internationaux et notamment occidentaux. Et cela essaie de mettre en conflit les deux populations qui sont censées vivre ensemble. Les frontières, ça ne change pas. Il y a madame de Vision communautaire, je crois qu'il a dit. Il a dit que, qu'on le veuille ou non, nos deux pays vont devoir cohabiter ensemble le plus longtemps possible puisqu'il n'y a pas possibilité de déplacer un pays ou un autre. Et nos communautés, même. Ça fait que pour répondre aux agendas des politiciens, ils sont prêts à mobiliser même les communautés dans leur projet macabre. Alors, en ce qui concerne la question du désarmement que vous avez mis dans la lettre, dont Papa Bantou, que je salue en passant, y est revenu largement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, que ce soit pour les pays agressés ou pour les pays agresseurs, il n'est pas question de parler des armes, puisque normalement, on parle même aujourd'hui de la démilitarisation de certains pays qui sont surpuissants pour
permettre à ce qu'il y ait un équilibre entre les différents pays et qu'à un certain moment, un président peut-être fou furieux ne vienne pas et active le bouton de l'apocalypse qui va effacer l'humanité de la Terre. Alors, moi, je crois que pour ce qui est d'armer la République démocratique du Congo, jusqu'à un certain moment, ça n'est pas une solution, à mon avis, ni armer le Rwanda, ça aussi n'est pas une solution, puisque à tout point de vue, un individu mal intentionné va venir l'utiliser pour ses fins. Mais moi, je crois que ce qui serait intéressant, ce serait de faire d'abord un dialogue à l'interne pour ce qui est des Congolais, un dialogue à l'interne où on va essayer de mettre en exergue nos conflits et pas essayer de brader notre souveraineté au prix des intérêts économiques, comme vous allez voir les États-Unis qui apparemment veulent nous aider, mais ils veulent nous aider avec un agenda économique où il faut déjà signer un traité, un accord de principes qui prend en compte, pour la plupart en tout cas des principes là-dedans, ce sont des principes économiques. Mais quand est-ce qu'on va parler des intérêts ou bien quand est-ce qu'on va parler de la paix sincèrement sans y mettre sans mettre au devant les intérêts économiques liés notamment aux minerais. On en parle déjà comme un partage. Ça veut dire qu'on est en train de brader notre souveraineté, la paix qui est fondamentale pour le peuple congolais, notamment le peuple de l'Est de la RDC, au prix des minerais. D'après moi, c'est une logique, c'est une rhétorique qui aujourd'hui ne marchait pas. Et c'était ça un peu ma contribution par rapport à ça. Moi, je crois que s'il faudrait parler de la paix, il faut mettre nos conflits sur la table, faire un dialogue intercongolais ou bien dans la sous-région de population et essayer de construire une paix ensemble, une paix qui va être durable avec l'accompagnement de nos partenaires occidentaux qu'on ne va pas déjà s'en passer puisqu'à tout point de vue, il y a toujours des relations internationales entre les différents pays du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Darcin. Aloïs, après, nous allons prendre Louise. Oui, merci beaucoup. Juste 2 ou 3 observations. Bon, personnellement, je suis un peu gêné du fait que les questions sérieuses du Congo doivent se traiter dans des pays comme l'Angola. Hier, à Nairobi, on parle même des traités d'Angola à Nairobi ou rencontre de Luanda de Nairobi. Et maintenant, c'est en train de se traiter dans le monde arabe, au Qatar et puis à Washington. Je me pose sérieusement la question. Il n'y a pas d'intelligence au Congo, d'intellectuels au Congo, des sagesses au Congo qui peuvent faire en sorte que les questions congolaises se traitent au Congo. Qu'est-ce qui gêne pour que les solutions congolaises soient à l'intérieur du Congo même? Donc, c'est pour cela que toutes nos lettres ont tendance à dire nous disons à la communauté internationale, nous disons aux Nations Unies. Je crois que faisons un petit effort de chercher les solutions à l'intérieur même du Congo. Parce que, en moyenne, on dit que les Congolais font partie des gens qui ont bien étudié au niveau africain. La deuxième observation, c'est la RDC était surarmée. J'étais à Goma après la guerre. Je suis passé à l'aéroport à voir un peu les munitions laissées par les FARDC. C'était beaucoup d'armes. Et à Goma même, il y avait à peu près plus de 40 000 hommes armés. Donc, comme Wilf le souhaite, il n'y a pas de solution militaire à ces conflits. Parce que les armes, il y en a. Peut-être si vous en voulez encore, la communauté internationale est toujours prête à vous donner des armes, si vous en commandez. Mais les armes n'ont pas résolu des problèmes. C'est pour cela que nous, société civile, nous devons investir beaucoup à appeler à ce que les armes puissent cesser et que le dialogue, la réconciliation puissent prendre le devant de la scène. Bon, la dernière observation, nous avons tendance à démontrer que nous, Congolais, nous sommes victimes de la géopolitique. Les Américains, les Chinois, mais nous sommes aussi responsables des décisions qui se prennent au niveau géopolitique. Puisque c'est le gouvernement congolais qui a approché les Américains pour vendre les armes. Évidemment, les Américains, si vous donnez la main, ils prennent les bras. Donc, ne soyons pas surpris que
les Américains puissent être intéressés à notre minerai aujourd'hui, mais c'était sur l'invitation de notre propre gouvernement. Donc, demain, nous allons nous comporter en victime, mais nous faisons partie des responsables aussi de ces jeux géopolitiques. Peut-être nous jouons mal, peut-être nous calculons mal, mais c'est ça la réalité des faits. Merci. Merci beaucoup, Aloïs, pour ces observations pertinentes. Je vais également donner la parole pour terminer à Louise, parler des initiatives de club de paix ou autre chose, Louise. Bien, si, je crois que nous avons dépassé le temps initialement imparti de 10 minutes et nous allons conclure. Je crois qu'il y a encore beaucoup de discussions à avoir sur la question, sur la recherche de la paix en RDC. Donc, je comprends bien la préoccupation de Lukambo par rapport au désarmement et je dis encore que dans notre esprit, peut-être comme Lukambo l'a dit, il y a peut-être une reformulation à faire, mais l'esprit de la lettre est que tant qu'il y a les armes qui circulent, nous ne sommes pas proches de retrouver la paix que nous recherchons. C'est ça l'esprit de la lettre. Les armes ne nous apportent pas, comme Aloïs l'a très bien dit dans son propos pour terminer, dans nous devons plaider pour une approche de démilitarisation de la sécurité pour pouvoir discuter. Parce que, en définitive, c'est autour d'une table qu'on peut avoir des meilleures propositions. Et l'un des éléments de cette lettre-là disait justement encourager les chefs d'État à véritablement s'asseoir et discuter pour trouver des solutions. Donc nous sommes au-delà du temps. Je vais remercier tout le monde qui a pris la peine de venir à cette rencontre. Je veux particulièrement remercier Maître Lisette, Dassin, Aloïse et aussi Léon pour leur contribution, pour leur exposé et tout le monde qui a pris la parole, qui a commenté. Nous allons partager à la suite de cet échange-là l'enregistrement de cette réunion par mail et d'autres ressources complémentaires que nous pourrons avoir ajoutées pour plus d'informations sur le sujet. Et il y a également un autre aspect des minerais, d'ingérence étrangère, qui est un sujet tout à fait aussi spécifique, qu'il est bon d'en parler peut-être au cours d'une autre réunion pour parler des intérêts des pays étrangers en RDC qui financent la guerre ou alors qui entretiennent la guerre pendant qu'ils profitent pour leurs intérêts en exploitant les matières premières en RDC. Ça, c'est un autre sujet totalement lié que nous pouvons aborder amplement au cours d'une autre réunion. Environ 105 personnes, je crois, sont enregistrées pour ces webinaires. Donc, nous remercions toutes ces personnes-là qui vont écouter l'enregistrement et qui sont également bienvenus pour poser leurs questions qu'on pourra toujours envoyer à qui de droit et pour partager leurs expériences. C'est autant de voix qui s'élèvent pour condamner la guerre et nous croyons que cela va nous aider à franchir un pas de plus pour retrouver la paix. Donc, merci à tous. Bonne soirée à tout le monde qui se connecte depuis l'Afrique. Bon après-midi à ceux qui sont encore dans l'après-midi dans d'autres parties du monde. Au plaisir de vous retrouver très prochainement.